On a la chance d'avoir un lieu mythique dans Paris, dans lequel les plus grandes stars internationales sont venues et continuent à venir, parce qu'on a à peu près 130 et 140 dates par an, et on accueille grosso modo 1,5 million de spectateurs par an. On a lancé une stratégie de lieu de vie, donc avec la mise en place d'énormément d'activités, de services ouverts, y compris pendant, après, avant les shows. En fait, on a regardé là où on avait le plus grand nombre de trous dans la raquette dans l'expérience, et donc on a comblé ces trous-là au fur et à mesure. Donc là, l'Adidas Arena, on a réfléchi en amont à comment ne pas avoir en fait de pain point à régler, mais comment on fournit l'expérience globale dès le début. C'est vraiment une vraie chance pour nous de pouvoir exploiter un équipement tel que celui-là dans Paris, parce que c'est une jauge qui n'existait pas dans Paris. Donc, notre mission, c'est de fournir des émotions en fait, aux gens qui viennent chez nous, qui passent un bon moment, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. On essaye de maximiser enlever tous les pain points et leur fournir les services dont ils ont besoin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Lacoste, directeur du digital à la Paris Entertainment Company. Vous les connaissez sûrement sous le nom de l'Accor Arena, le Bataclan et la future Adidas Arena. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Jules, ça va très bien et toi? Très très bien, merci beaucoup à toi d'être ici pour ce podcast et pour échanger avec nous, ça fait très plaisir. Eh bien, écoute, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Trop bien. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, nous dire ce que tu fais à la Paris Entertainment Company, s'il te plaît? Oui, alors je vais me présenter. Donc moi, Pascal Lacoste, moi je suis donc directeur du digital, donc tout ce qui va concerner les sujets digitaux, toutes les technologies digitales qu'on met en place dans nos lieux. Et donc voilà, donc moi j'ai 45 ans, donc plus d'une vingtaine d'années d'expérience où j'ai navigué dans les domaines du sport, des startups, du conseil. Et puis voilà, donc ça fait 3 ans maintenant que je suis dans la structure. Alors la Paris Entertainment Company, c'est une marque ombrelle qu'on a lancée il y a quelques mois suite en fait à la transformation de notre entreprise, où on était en fait une entreprise qui gérait une salle, un lieu, l'Accor Arena, dans lequel on essayait de faire le mieux possible notre travail, dans lequel on a fait pas mal de choses, on y reviendra plus tard, à une société qui s'est transformée en une entreprise qui gère plusieurs lieux, multi-sites. Et donc c'est pour ça qu'on a une marque ombrelle, Paris Entertainment Company, parce qu'en fait on va déployer des stratégies notamment de lieux de vie qui vont être similaires, et on va les déployer dans chacun de nos lieux. Donc avec le Bataclan qu'on a racheté il y a un peu plus d'1 an, sur lequel on a fait un repositionnement sur un esprit libre, esprit rock, un plan retour aux sources pour le Bataclan, pour lui redonner, pour écrire une nouvelle page dans son histoire. Et puis l'Adidas Arena qui est en train d'être finie, d'être construite au nord de Paris, à Porte de la Chapelle, et donc qu'on ouvrira en 2024. Avec les premiers événements, que ce soit sportifs ou concerts, en février-mars 2024. Ok, très bien, très clair. Justement, on va en parler un petit peu après de cette Adidas Arena, parce que c'est un projet qui est très intéressant et qui va donner une nouvelle salle à Paris. Donc, on a hâte de voir ça. On va en parler un petit peu après. Pour commencer, parlons de votre salle mythique, qui est l'Accor Arena, ex-Bercy. Qui donc est une salle mythique en France, qui est une salle, moi par exemple pour ma culture personnelle, je suis assez fan de rap, et c'est une salle qui fait beaucoup parler dans le milieu du rap. Plus récemment, on avait Vald qui nous disait qu'il avait perdu 500 000 euros pour remplir un Bercy, exactement cette somme-là. Oui, il est revenu après. Hein. Ouais, voilà, il est quand même revenu. Il a dit, mais je crois que la deuxième fois, il avait l'air de dire que c'était un peu plus rentable cette fois-ci, mais voilà, c'est une salle qui coûte énormément à beaucoup d'artistes. Alors c'est pas ce qu'on en retient bien sûr, hein, mais c'est quelque chose mais effectivement, notamment dans le milieu urbain, c'est une chose à faire. C'est ça. Il faut que je sois passé à Bercy, à l'Accor Arena, et c'est un point de passage obligé. C'est ça. Après, sur la partie économique, oui, effectivement, quand on vient une fois, on peut perdre de l'argent, mais l'enjeu, il n'est pas là. Ouais. L'enjeu, il est plus sur la notoriété, sur le fait, effectivement, j'ai rempli l'Accor Arena, et derrière, ça m'ouvre les portes de tous les festivals. Bien sûr. Etc., etc. Mais oui, effectivement, sur l'Accor Arena, en fait, on a la chance d'avoir un lieu mythique dans Paris, dans lequel les plus grandes stars internationales sont venues et continuent à venir, parce qu'on a Elton John qui vient la semaine prochaine.
et notamment tous les plus grands événements sportifs. Hein, voilà, donc on a eu il n'y a pas longtemps le Major Blast de CSGO avec l'équipe française Vitality qui a gagné. On accueille chaque année le Rolex Paris Master, on a la NBA qui vient chez nous, on a l'UFC qui revient chez nous en septembre après la première fois l'année dernière. Donc, effectivement, on accueille les plus grands événements, donc on a à peu près entre 130 et 140 dates par an, et on accueille grosso modo 1,5 million de spectateurs par an. Donc, ce qui fait qu'on est une top arena mondiale. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé sur cette arena, notamment pendant la période de confinement, parce qu'on a été fermé. C'est une période un peu difficile, donc on a plutôt travaillé dans le sens de qu'est-ce qu'on allait inventer de nouveau pour pouvoir continuer dès qu'on allait rouvrir, plutôt que de se reposer sur nos lauriers. Et en fait, c'est là où, sous l'impulsion de Nicolas Dupuy, notre directeur général, on a lancé une stratégie de lieu de vie, donc avec la mise en place d'énormément d'activités, de services ouverts, y compris pendant, après, avant les shows, quand il n'y a pas de show. Donc on a ouvert un restaurant, un bar, une activité de coworking, on a ouvert une boîte de nuit, le Fantôme, récemment. Donc on a relancé une patinoire, on a fait un playground de basket. Voilà, donc on fait en sorte que cette salle de spectacle devienne un lieu de destination, un lieu de vie. Et à côté de ça, on a mis en place toute une transformation digitale à laquelle j'ai bien évidemment participé activement, pour notamment sur le parcours et sur l'expérience utilisateur, sur les canaux digitaux, mais sur tout le parcours, que ce soit en amont, pendant le show et après. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses là-dessus. On a travaillé de façon assez séquentielle et puis de façon assez opportuniste. En fait, on a regardé là où on avait le plus grand nombre de trous dans la raquette dans l'expérience, et donc on a comblé ces trous-là au fur et à mesure. Donc on a commencé beaucoup par la partie en amont, donc avec notre nouvelle plateforme web qui est au dernier cri, qui est apaisée, enfin tous les termes technologiques dont on peut parler, qui est immersive, qui a du contenu, voilà, donc ce qui fait que ça a augmenté notre part de vente de billetterie, donc on est très content. Et puis du coup, on s'en sert aussi pour apporter des touches pour améliorer l'expérience utilisateur quand il est dans l'arena, donc avec une carte interactive, demain avec des temps d'attente, avec des services additionnels sur cette plateforme-là. Donc, voilà, donc on travaille tous les jours à améliorer. Voilà, on écoute beaucoup nos spectateurs, et puis voilà, tout ce qu'ils nous disent directement, tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, sur voilà, qu'est-ce qui leur plaît pas à l'Accor Arena. Voilà, il y a trop d'attentes, il y a trop ceci, il y a trop cela, donc on essaie de corriger et d'améliorer. Il y a une réelle volonté d'être présent non seulement dans le avant, pendant et après l'événement. C'est sur tout le parcours en fait. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant en fait. Avant c'était en fait il y avait le producteur venait donc à l'Accor Arena, venait avec ses camions, montait son show. Faisait son show et repartait. Puis les spectateurs venaient acheter un billet, puis dès que le show était fini, lumière allumée, et c'est fini, merci, au revoir. Voilà, tout le monde peut rentrer chez soi, etc. Et quand on a fait des études et on a beaucoup travaillé sur l'analyse justement de la courbe des émotions pendant un spectacle, donc on voit qu'elle monte avec des à-coups, forcément, c'est pas linéaire. Hein, bien sûr. Voilà, quand on attend 10 minutes pour prendre un coca, ça fait jamais plaisir. Mais ça remonte après, puis on arrive sur le climax un peu de l'émotion qui est sur la dernière chanson, où il y a une ambiance de dingue, etc. Enfin, où l'artiste commence à remonter, etc. Et puis d'un coup, les lumières s'allument, c'est fini, merci, au revoir, mesdames et messieurs, il faut sortir. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert la boîte de nuit, justement pour prolonger l'expérience. Au Fantôme, c'est pour ça qu'on a ouvert un bar pour que les gens puissent se retrouver facilement et puissent continuer l'expérience. C'est vraiment ce sujet de continuité de l'expérience. Et donc à un côté aussi très fidélisation, parce que quand on y pense, pas forcément fidélisation, mais en tout cas avoir un intérêt pour le spectateur de soit rester ou soit de revenir, justement par exemple avec cette boîte de nuit, ces restaurants ou autres. C'est toute la stratégie de lieu de vie. Les gens, on est très lucide par rapport en fait à pourquoi les gens viennent chez nous. Les gens viennent chez nous grâce à notre programmation. Ils viennent chez nous pour voir un show, pour voir un Elton John, pour voir un Orelsan, etc., pour voir la NBA. C'est quand même le driver principal des visites. Les gens ne viennent pas à l'Accor Arena pour venir à l'Accor Arena et après ils regardent les shows qui les intéressent. Ça ne marche pas comme ça. J'adorerais, mais ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut être lucide. Et mais par contre, une fois qu'ils sont venus chez nous, il faut qu'ils aient envie de revenir. Donc c'est là tout notre travail de leur donner envie de revenir. Et avec le pendant digital de tout ce qu'on fait sur place. Donc s'assurer, par exemple sur le Fantôme, on fait attention à bien proposer la programmation du Fantôme qui correspond au soir du spectacle que vous avez réservé. Donc d'accord. Tu sais que tu peux prolonger ta soirée derrière en restant dans le même lieu. D'accord, ok. Et justement, est-ce que vous avez rencontré des défis un petit peu majeurs pendant cette transition, un petit peu, ou cette transformation, cette évolution? Alors, je sais qu'elle s'est pas faite en 2 jours, mais est-ce que sur cette longue période de temps, qu'est-ce qui a été le plus
le plus difficile à surmonter, s'il y a eu des choses à surmonter. Alors, on a quand même des collaborateurs qui sont très volontaires. Enfin, on a la chance de travailler dans une entreprise où les gens veulent aller de l'avant, ont beaucoup à cœur, une culture d'entreprise qui est très forte. Ouais. Donc du coup, ça avance bien. Je pense qu'un des moments les plus difficiles en fait à surmonter, c'est on a fait quelque chose que les entreprises font assez peu. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, nous, dans nos bureaux, on pense que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Puis on a pris nos idées de façon très modeste, et puis on a fait venir des utilisateurs, de gens qui venaient à l'Accor Arena, qui vont voir des festivals, qui vont dans d'autres salles de spectacle, etc. D'accord. Et puis on a confronté nos idées avec l'avis des utilisateurs. Okay, ça c'est cool. Et alors c'est un peu dur quand même. Ouais, j'imagine. C'est un peu dur parce que l'image qu'on a de notre entreprise n'est pas forcément l'image qu'ont les gens. C'est pour ça que c'est intéressant. C'était très intéressant, parce que ça fait beaucoup se remettre en question. Ouais. Et du coup, on a pivoté sur un certain nombre de sujets pour dire ça, on pense que c'est une super idée, mais en fait, ça n'intéresse personne. D'accord. Donc hop, on pivote et puis on fait autre chose. Ok, ouais, donc c'est intéressant, ça permet d'avoir vraiment les personnes concernées. Parce que c'est vrai que nous, notre métier, c'est notre mission, c'est de fournir des émotions en fait aux gens qui viennent chez nous. On veut qu'ils passent un bon moment, on veut que c'est du plaisir, c'est de l'émotion. Donc c'est vraiment donc on essaye de maximiser enlever tous les pain points et leur fournir les services dont ils ont besoin. Ok, très bien. Et justement, pour parler un petit peu de ça, pour parler maintenant d'une nouvelle salle qui arrive, donc l'Adidas Arena, qui n'est pas encore prête, mais comme tu disais, qui devrait être prête pour début 2024. Elle va être finalisée pour la fin de l'année, puis après nous on installera tout ce qu'on a besoin d'installer. Ouais. L'Adidas Arena, c'est un projet qui est complètement différent. Okay. Dans le sens où à l'Accor Arena, on a un bâtiment qui a 40 ans. Avec des choses qui sont présentes, donc on essaie de combler les trous, de masquer un peu ce qu'on appelle les pain points, les sismes, c'est ça, donc voilà ce qu'on essaie de faire. Donc là, l'Adidas Arena, dès le début, dès notre candidature pour l'exploitation de cette salle-là, on a réfléchi en amont à comment ne pas avoir en fait de pain point à régler, mais comment on fournit l'expérience globale dès le début. Ou comment on la séquence, parce qu'on ne va pas tout mettre au début, mais comment on la séquence pour justement ne pas avoir de choses à corriger, mais plutôt en fait anticiper et fournir une expérience maximale, innovante dès le début. Donc là, on a fait tout un travail de réflexion, et du coup, ça sera une arena qui est plus moderne, elle est plus petite en taille, elle est entre 6 et 9 000 personnes, avec 2 gymnases qui sont accolés, plus un espace commercial qu'on ouvrira en 2025. Mais voilà, donc ça va être une arena qui va être plus technologique que l'Accor Arena. Donc en termes d'infrastructure technologique, c'est des choses qui sont plus récentes. On aura des spectateurs qui vont être différents. Je parlais de fidélité tout à l'heure. Effectivement, les gens viennent voir un spectacle à l'Accor Arena, viennent en voir un deuxième éventuellement parce que la programmation lui plaît. À l'Adidas Arena, ça va être différent parce qu'on aura des concerts, mais on aura aussi beaucoup de sport avec un club résident de Paris Basket. Donc les gens vont revenir à l'Arena. Donc on est sur des stratégies qui sont complètement différentes, donc on a pensé différemment l'expérience, notamment l'expérience digitale. On va plutôt partir sur une application avec un centre de service uniquement dédié in-arena. C'est-à-dire que la carte interactive sera uniquement in-arena, la commande de nourriture avec une livraison diverse et variée sera uniquement dans l'application, le billet sécurisé sera dans l'application, la gamification sera dans l'application. On a quand même pas mal de choses qu'on va dédier à cette application avec un site web qui va beaucoup travailler sur l'amont, l'application sur le moment et le site web un peu sur l'aval avec les stratégies CRM. Et donc avec pas mal de choses qu'on va mettre en place dès le début, sur lesquelles on ne va pas attendre, pour être sûr de fournir une expérience en fait sans couture dès le début à nos spectateurs de l'Adidas Arena. D'accord, ok, c'est très clair. Et est-ce que vous vous servez justement un peu, enfin j'imagine que oui, mais vous vous servez un petit peu de l'expérience que vous avez justement avec l'Accor Arena, justement avec ces histoires de trous de raquettes et tout ça? Exactement, en fait on est même sur une... en fait, on ne s'interdit pas de se servir d'une des 3 salles, donc l'Accor Arena, l'Adidas Arena et le Bataclan, comme étant l'incubateur d'expérience pour les 2 autres. Mais c'est pas forcément l'Adidas Arena qui est l'incubateur de l'Accor Arena, ça peut être l'inverse. Donc on est vraiment très pragmatique là-dessus. On a la chance d'avoir dans nos 3 salles des typologies et des spectateurs qui sont très différents. Donc du coup, on peut tester différemment. Et puis on a une variété de programmation, notamment l'Accor Arena, qui fait qu'on peut avoir des fans de métal un soir, des fans d'urbain le lendemain et des fans de hand le jour d'après. Donc du coup, on peut tester pas mal de choses là-dessus. Et c'est assez intéressant. Comment vous vous adaptez sur les tendances qui sont très changeantes au niveau du divertissement et surtout chez les jeunes? On sait que les nouvelles générations vont avoir
vont être très souvent sur le téléphone, vont avoir moins de temps à rester très longtemps sur un contenu qui dure plus ou moins longtemps, vont peut-être moins se déplacer en salle parce que aussi beaucoup d'événements maintenant sont disponibles sur Twitch, en live ou des choses comme ça. Comment vous vous adaptez à cette nouvelle génération? Il y a deux, pour moi, il y a deux sujets. Effectivement, d'une part, il y a des nouvelles manières de communiquer avec les nouvelles générations. Voilà, je pense qu'on peut leur envoyer des mails, je pense que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Hein. C'est pas des gens donc on est en train de travailler sur des nouveaux moyens de communication, sur des nouveaux sujets. On commence à investir le territoire de TikTok pour cette population-là, Snapchat, Instagram, etc. Donc on travaille beaucoup là-dessus, sur ces nouveaux moyens de communication, avec notamment tous nos chargés de communication et chargés de projet qui sont plus jeunes que moi et qui du coup connaissent mieux les tendances que moi. Ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, je serais moins affirmatif que toi en disant que le streaming en fait prend la place du live. Alors ça règle pas tout, hein, je suis d'accord, c'est pas la même émotion, ça n'a rien à voir. Et en fait, nous ce qu'on a remarqué, pour le coup de façon très pragmatique, c'est post-Covid. Alors pendant le Covid, les gens ont fait que regarder du Twitch, du Netflix, etc. Mais post-Covid, nous, on n'a jamais eu autant de salles remplies que post-Covid. Les gens reviennent et c'est du sold out à chaque fois, etc. Et une tendance de fond sur l'ensemble des salles, sur l'ensemble du marché du live, en fait, du spectacle vivant, où les gens reviennent, y compris au théâtre, etc. Le seul, malheureusement pour eux, les seuls qui n'ont pas fait encore cette bascule-là, c'est le cinéma. Mais c'est justement parce qu'il y a un sujet d'expérience derrière. Et moi, je le vois aussi d'une autre façon, c'est que on a de plus en plus de gens qui sont du milieu du streaming, qui veulent en fait venir chez nous. Parce qu'en fait, ils streament devant 200-300 000 personnes, mais en fait, leur kiff, c'est de venir chez nous. Enfin, l'année dernière, on a eu Zerator qui est venu avec la Trackmania Cup, et voilà, donc il en parle, tout le temps. Il y a Kameto avec la KCX, qui a fait son KCX2 chez nous. Pareil, c'était un événement, et en fait, voilà, c'est quelque chose de vraiment différent. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est rentré dans un mécanisme de communauté. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui ont des communautés qui sont très fortes, qui les suivent beaucoup. Donc du coup, nous on le voit, c'est pour certains artistes, la billetterie, ça part en 20 minutes. Auparavant, on avait ça sur les grands artistes nationaux, sur les grands événements sportifs, etc., etc. Maintenant, sur les artistes qui ont des communautés qui sont très fortes, ça part très très vite aussi. Donc c'est une autre façon, c'est plus de l'instantané, puis les gens viennent, c'est plus communautaire. D'accord. Vu que l'Adidas Arena est la salle la plus récente, tu as l'air de dire que c'est quand même une salle un petit peu particulière qui n'est pas forcément comparable avec l'Accor Arena parce qu'on n'accueille pas forcément les mêmes personnes, on ne va pas accueillir les mêmes événements, on ne va pas accueillir… Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. En fait. On a la chance, en fait, et c'est tout l'objet de la constitution de notre groupe, c'est qu'on a vraiment, dans nos 3 salles, 3 jauges qui sont complètement différentes. Et très complémentaires. Et surtout qui ne se marchent pas dessus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a le Bataclan qui va de 3500 à peu près 1500 personnes, en termes de jauge, et puis plutôt sur un positionnement esprit rock, esprit libre. On a le Fantôme avec la boîte de nuit qui a une jauge de 1500 à 3000 personnes à peu près, mais qui est plus sur côté électro, discothèque, etc. Après, on a l'Adidas Arena qui va de 3-4 000 jusqu'à 9 000, avec beaucoup plus de spectacles urbains, du basket, du sport, de l'e-sport, etc. Et puis, on a l'Accor Arena qui est sur jauge, qui va commencer à 9 000 jusqu'à 20 000 en configuration spécifique. Et donc, il va être sur le lieu où les événements mythiques ont place. Donc, on est vraiment sur des jauges qui sont complémentaires. Et pour nous, c'est une vraie chance. Et l'Adidas Arena, c'est vraiment une vraie chance pour nous d'avoir un équipement, de pouvoir exploiter un équipement tel que celui-là dans Paris, parce que c'est une jauge qui n'existait pas dans Paris. D'accord, Donc c'était une jauge qui n'existait pas dans Paris Intramuros. Une salle qui peut accueillir 9000 personnes, en fait, ça n'existe pas. Soit c'était chez nous, à l'Accor Arena, mais sur une configuration un peu réduite. Et sinon, il fallait faire 2 zéniths. D'accord, Donc voilà, on a vraiment une chance là-dessus. Et c'est vraiment… En fait, le groupe Paris Saint-Germain de Compagnie n'a pas vocation à gommer l'identité des salles. C'est vraiment une marque ombrelle, principalement destinée à nos partenaires et au côté institutionnel. Et donc, pour le grand public, c'est l'Accor Arena avec toutes ses valeurs et tout ce qu'elle représente. L'Adidas Arena avec son côté très hybride, urbain, inclusif. Et puis le Bataclan sur l'esprit libre, l'esprit rock. Donc on est vraiment sur 3 positionnements et 3 identités qui sont très différentes, mais qui se complètent. Après, nous, on va dire quand on a constitué ce groupe aussi, une des idées, alors je ne sais pas si on le fera, si on ne le fera pas, mais c'est un peu
le rêve, c'est de dire qu'on accompagne un artiste qui commence au Bataclan, jusqu'à l'Accor Arena à 20 000 personnes en X années. Voilà, c'est un peu, je sais pas si on le fera, mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée qui sous ça, c'est qu'on va accompagner, y compris nos spectateurs. Et d'ailleurs, on va lancer une plateforme en fait de récompense de nos fans, pour le coup, qui est multisalle. Donc quand vous irez à un concert à l'Adidas Arena, mais que après vous allez à un concert au Bataclan, ça vous fera gagner des points, vous pourrez gagner des choses, jouer à des jeux, etc. Donc ça va être très sympa. On devrait sortir ça à la rentrée prochaine. Ok, très cool. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour les fans, c'est cool ça. Ouais, voilà. Donc on prend en compte on va essayer de choyer nos fans. C'est bien, ok, ça c'est cool. Et donc en fait, ouais, c'est vraiment, c'est plus de la complémentarité entre chaque salle plutôt que vraiment venir se différencier. Est-ce que vous avez quand même une certaine ambition pour l'Adidas Arena de venir se rapprocher un petit peu de la notoriété? Alors, c'est pas les mêmes salles, hein, c'est ce que tu viens de nous expliquer, mais est-ce que quand même en termes de notoriété, il y a une réelle envie que ça devienne une salle qui a quand même une image, alors peut-être pas comparable à celle de l'Accor Arena, mais qui s'en rapprochera? Ça sera pas comparable, effectivement, mais nous, effectivement, notre ambition, c'est que ça devienne effectivement une salle mythique, dans laquelle il y a des shows mythiques qui ont lieu. Je tiens à rappeler, c'est la première fois qu'Adidas est namer d'une salle. C'est quand même un grand honneur qui nous est fait de l'équipe d'Adidas France d'être entré avec nous dans le projet. Et voilà, donc l'idée, c'est ça va devenir une salle mythique. Ok, très bien. Et en termes on parlait un petit peu de l'e-sport. On les a vus beaucoup. On a vu beaucoup d'équipes justement présentes à l'Accor Arena. Est-ce que l'Adidas Arena a vocation de devenir aussi une salle assez représentative de l'e-sport? Oui, c'est pour les grands événements internationaux, les majors, que ce soit les Worlds de LoL, les majors de CS, etc. Les gens continueront à venir à l'Accor Arena puisque il faut 20 000 places et qu'il n'y a pas de sujet pour le remplissage, etc. Mais il y a pas mal de compétitions e-sport françaises qui ont plus besoin de jauges entre 5 et 9 000 places. Et donc là, l'Adidas Arena est l'écran parfait, y compris équipé technologiquement pour accueillir ces épreuves, ces compétitions-là et ces événements. Ok. Et justement, en off du podcast, on parlait un petit peu du côté un petit peu concurrentiel, par exemple avec les autres salles de Paris. T'es pas vraiment en concurrence avec eux, c'est ce que tu m'expliquais. Mais alors, le Bataclan est en concurrence avec toutes les salles qui sont entre 300 et 2000 places. Mais en prenant l'Adidas Arena, parce que le Bataclan c'est très particulier. L'Adidas Arena en fait n'a pas d'équivalent. Donc il y a pas. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le Zénith. Mais sur la jauge basse en fait de l'Adidas Arena, sur sa jauge haute en fait, ça fait 2 zéniths. Donc c'était vraiment une jauge qui manquait. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc vous avez rapporté quelque chose plutôt que de venir concurrencer les autres salles, comme on aurait pu se dire assez basiquement, en disant voilà, il y a une nouvelle salle, ils vont venir concurrencer la Défense Arena, les autres. On a eu dans l'urbain notamment, il y a Zola quand il est venu chanter, c'était à la mi-temps du All-Star Game, je crois. À l'Accor Arena, il a annoncé qu'il faisait son show, son concert à l'Adidas Arena, donc c'est la première personne qui a annoncé un spectacle à l'Adidas Arena, et il est très content, voilà, il fera 9000 places. Après, ça nous permet aussi d'accueillir des artistes qui sont pas encore prêts pour faire Bercy, enfin l'Accor Arena. Ça fait qu'un pied à l'étrier, qui peuvent commencer derrière. D'accord. Et est-ce que vous avez un petit peu en tête des innovations, des technologies un petit peu émergentes ou quoi qui pourraient devenir un petit peu, qui pourraient venir transformer l'expérience en salle, que vous avez peut-être en tête ou pas encore? Mais est-ce que tu vois... On est très vigilant sur tout ce qui va venir transformer la vue ou le son, parce que ça appartient à l'artiste en fait. C'est l'artiste qui doit gérer la façon dont les gens entendent, etc. Enfin, c'est tout un sujet. Non, nous on essaye. Moi, mon leitmotiv, c'est de se dire en fait, la technologie c'est bien, mais la technologie doit être la plus invisible possible. Le but c'est que la technologie soit quelque chose qui aide les gens, qui les soulage, qui les amuse, etc. Mais sans que ce soit de la tech pour de la tech. C'est pas l'intérêt. Donc tout ce qui est mécanique de localisation passive, tout ce qui est système de localisation, tous ces systèmes de gamification embarqués, etc. Tout ça, moi, je suis très favorable à ça. Notamment, je sais que ce que vous avez fait chez Festory pour le Rolex Paris Master à l'Accor Arena, c'était génial pour l'entrée des joueurs, pour choisir, etc. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Après, le contenu appartient toujours à l'organisateur. Donc nous, c'est plutôt à côté. Et donc, on essaie de fournir des services utilisant des technologies innovantes, sans forcément faire de la tech pour de la tech. Ok, oui, parce que j'avais l'exemple en tête des NFT au Bataclan, par exemple, qui reprenait un petit peu. Alors, on n'était pas sur l'expérience. C'est le bon exemple. C'est un très bon exemple du Bataclan. Tu peux nous parler un peu de l'opération. Ce qu'on a voulu faire, c'était plutôt lancer
une mécanique de collection de cartes en fait, du Bataclan qui donnait des avantages. Ouais. Et en fait, on a utilisé les NFT comme support Ouais. pour faire ça, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un portefeuille crypto pour acheter ces NFT-là. Enfin, c'est complètement décorrélé. C'est basé sur une blockchain, etc., mais c'est complètement transparent. Donc voilà, donc ça accompagne en fait la stratégie de repositionnement du Bataclan donc sur Esprit Rock. Donc on a fait une collection effectivement de familles. C'est un jeu de 7 familles. Hein, donc on a récupéré les 7 gold, les 7 diamants, les 7 unis, etc. Puis ça donne ce qu'on appelle des perks, en fait, des avantages qui vont d'une invitation au Bataclan et puis après une navigation à l'Accor Arena, son siège décoré au Bataclan. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et donc on peut s'attendre à ce genre d'opération aussi mise en place dans le futur pour l'Adidas Arena. On s'interdit pas. Ouais. D'accord, ok. Pas forcément NFT, hein, je dis pas, mais je veux dire voilà des expériences. On reste très attentif en fait à l'écosystème notamment de l'innovation en France. On aime beaucoup travailler avec des startups innovantes en France et on essaye de leur donner l'exposition dont ils n'ont pas forcément, enfin une exposition qu'ils peuvent avoir chez nous qu'ils n'auront pas forcément ailleurs. C'est aussi une de nos missions, c'est-à-dire de travailler avec tout l'écosystème tech français pour mettre en avant. Et puis nous, on peut les montrer. Enfin, comme je disais au début, il y a 1 500 000 personnes qui passent chez nous par année, donc ça donne une audience quand même assez intéressante. Ouais, c'est pas mal. Et ok, très bien, très clair. Donc pour l'Adidas Arena, c'est une salle qui a vocation à être assez versatile, qui va avoir quand même beaucoup de sports différents, de musique. Comment on adapte une salle comme ça avec autant d'univers différents qui vont passer par cette salle Alors ça, c'est un peu la spécificité de nos arénas, que ce soit l'Accor Arena ou l'Adidas Arena, c'est que ce sont des salles qui ont plusieurs configurations possibles, que ce soit du spectacle, du sport, du concert 360, etc. Et on a toute une équipe technique qui peut changer de config d'une nuit à l'autre. Alors, il ne faut pas le dire trop fort, parce que du coup, ils ne vont pas être contents, mais on peut changer rapidement de config. Et donc, on peut passer d'un concert, là, cette semaine, voilà, on avait le Wu-Tang Clan hier, mercredi, et puis on a les finales de hand le samedi. Voilà, on arrive très bien. Puis nous, on est très contents. Enfin, nous, ça fait partie de notre mission de service public, aussi d'accueillir des événements sportifs à l'Adidas Arena et à l'Accor Arena. Donc à l'Adidas Arena, on a le Paris Basket qui sera président, donc on aura un match tous les 15 jours. Mais à l'Accor Arena, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les fédérations, que ce soit la Fédération française de tennis, la Fédération française de basket, d'athlétisme. On a travaillé avec eux, de handball, de judo. Enfin, j'en oublie et je vais me faire taper dessus, mais on travaille beaucoup en fait avec le monde du sport aussi, puisque ils ont le droit de bénéficier de notre salle pour faire leurs événements majeurs, et on est très content de travailler avec eux sur ces sujets-là. Ok, très bien. Et quelle est la place d'Adidas dans tout ça? Est-ce qu'on est juste au niveau du nom? Est-ce qu'ils vous accompagnent sur certaines choses? Alors, on travaille en très étroite collaboration avec notre partenaire Neymar, que ce soit Accor à l'Accor Arena ou Adidas à l'Adidas Arena. Les deux, en fait, sont complètement en phase avec notre stratégie, avec notre identité, que ce soit Accor sur l'Accor Arena, sur des valeurs qui sont l'excellence, qui sont tout ça, enfin, qui vraiment vont très bien avec l'univers d'Accor. Et avec Adidas, en fait, on les a convaincus avec notre approche en disant on veut un lieu qui soit hybride, qui soit inclusif, qui soit urbain, qui soit jeune. Et ça rentrait complètement dans leur stratégie aussi. Donc, on se retrouve en fait ensemble dans cette volonté d'avancer et dans cette stratégie-là. Donc on travaille avec eux. Et puis voilà, on travaille en bonne intelligence avec nos namers. Et ils nous accompagnent et ils nous aident sur beaucoup de sujets. D'accord, ok. Et justement, ce côté très versatile de la salle, on le disait, ça va ramener un public qui est assez différent et qui va être même différent en fonction de vos salles, mais aussi en fonction des différents soirs dans vos salles. Comment vous avez anticipé en tout cas cette gestion d'un public qui va être si différent entre, alors vous le faites déjà avec l'Accor Arena parce que vous avez des événements musicaux comme sportifs ou autres, mais là sur ce type de salle, est-ce que c'est quelque chose où vous faites attention? C'est quelque chose où on fait attention. On a effectivement, comme tu l'as dit, on a l'habitude, c'est des choses qu'on fait. On a des populations qui sont très différentes en fonction, tous les soirs de la semaine, en fonction de la programmation. Puis voilà, on a toutes les équipes sont bien préparées. Et là-dessus, on a vraiment l'habitude de faire ça. Et puis il y a deux sujets qui sont le professionnalisme et l'excellence, qu'on essaie vraiment d'avoir ça. Et puis on va pas moins bien traiter des spectateurs qui viennent pour un spectacle urbain que pour un spectacle d'Elton John. C'est pas notre façon de faire. C'est nous, les gens viennent à l'Accor Arena, quel que soit le spectacle qu'ils viennent voir, et on les accueille parce qu'ils viennent à l'Accor Arena. Et pour l'Adidas Arena, pourquoi cette direction vers le côté urbain? Est-ce que c'est... Alors, pour deux raisons.
Première raison, c'est par rapport à la jauge, en fait, Okay. entre 6 et 9 000, qui correspond effectivement à une volonté des artistes urbains qui D'accord. sont en train de monter, d'avoir ce genre de jauge. C'est aussi par rapport au quartier, c'est Porte de la Chapelle, donc on essaie d'être avec le quartier, on est raccord avec le quartier. Puis c'est aussi, au-delà du quartier, c'est une tendance de fond. C'est la musique du moment. C'est rap is the new pop, quoi. Ouais, bien sûr. C'est les tendances, les enfants de tous les quartiers écoutent du rap. C'est la nouvelle pop, donc on suit. C'est plus un sujet. Ok, très bien, très clair, très simple, efficace. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'une expérience fan réussie pour toi? En tant que fan personnel, même si on ne prend pas forcément ton travail en compte, qu'est-ce qui pour toi représente une bonne expérience fan? Alors, une bonne expérience fan, pour moi, ça commence par un point sur lequel on n'a pas la totale maîtrise. C'est d'abord réussir à avoir un billet. Ce qui peut être compliqué parfois. On fait tout pour que les gens aient leur billet, on met en place toutes les technologies de file d'attente, etc. Pour essayer de léser personne. Donc une fois que la personne a son billet, c'est qu'en fait, elle puisse venir dans une de nos arénas sans se poser la question de comment je viens, qu'est-ce que je vais trouver sur place, où est-ce que je dois aller, etc. Donc, qu'il y ait toutes les informations qui soient disponibles et que la personne puisse construire son parcours elle-même. On ne veut surtout pas imposer un parcours à nos spectateurs. On veut que les gens puissent construire leur parcours en toute autonomie et puis garder toutes les émotions au plus haut pendant tout le parcours jusqu'à la fin du show. Ok, très bien, très clair, très bonne réponse. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner un petit top, un petit peu d'expériences que toi, tu as vécues en tant que fan et qui t'ont particulièrement marqué? Ça fait assez longtemps que tu es dans le milieu, alors soit ça peut être en tant que fan, soit des anecdotes peut-être pendant ton travail où tu as pu rencontrer... C'est compliqué. Il y a beaucoup. C'est compliqué, c'est-à-dire que... Peut-être une qui t'a marqué plus que les autres, vraiment Non, mais c'est très compliqué. Moi, je suis très content de voir des spectacles e-sport qui viennent à l'Accor Arena parce que il y a une super ambiance, ça se passe très bien. Et je suis très content. Et en même temps, voilà, quand on a eu un show de Roger Waters qui était quand même exceptionnel, qui est là, quand on a la NBA qui vient... L'UFC qui vient chez nous aussi, ça fait partie des choses qui sont très mémorables. En fait, j'ai un peu un problème de riche, c'est-à-dire j'ai trop d'expériences mémorables en tête pour pouvoir en choisir 2 ou 3. Ça sera injuste par rapport aux autres. Ok, ça marche. A priori, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et merci à toi, Pascal, et puis à une prochaine, j'espère. À très bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fast Story, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet faststory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @faststory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.